En 2004, deux jeunes fiancés partent pour une escapade amoureuse et perdent la vie dans des circonstances affreuses. Est-ce un meurtre religieux ou l'acte d'une personne de passage? Ces questions resteront en suspens pendant de nombreuses années. Malheureusement, il faudra attendre que le tueur passe à nouveau à l'acte pour qu'enfin la vérité éclate. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Lindsay Cutshall est née le 9 septembre 1981 dans la ville de Fresno, en Ohio. Elle grandit auprès de ses parents, Kathy et Chris, et sa grande sœur, Carrie. Elle est décrite par ses proches comme une femme assez timide et réservée au premier abord, mais qui, lorsqu'elle devient votre amie, est prête à tout faire pour vous aider lorsque vous en avez besoin. Chris Cutshall, le père, est pasteur dans l'église de la ville et il transmet sa dévotion pour Dieu à sa famille, et particulièrement à Lindsay qui est très impliquée dans la religion et qui a pour désir de servir Dieu en aidant les autres. En 2002, après avoir terminé ses études au lycée, Lindsay prend la décision d'entrer, tout comme sa sœur, dans l'école biblique des Appalaches. C'est une école très conservatrice avec un règlement strict qui n'est pas toujours facile à suivre pour Lindsay, mais elle se fait rapidement un groupe d'amis adorant les sensations fortes, les sorties dans la nature, le sport et l'aventure, tout comme elle. Pendant l'une de ses sorties avec son groupe d'amis, Lindsay fait la connaissance d'un ancien élève de l'école, Jason Scott Allen. Jason, lui, est né le 16 mai 1978 à Edison, dans le New Jersey, et il vient de finir ses études dans la même école que la jeune femme. D'après ses proches, il a ce côté aventureux, cherchant l'adrénaline, à se surpasser. Il a un côté un peu rebelle, mais qui l'empêche pas d'être dévoué à sa foi et à être bon avec les gens qui l'entourent. Dès les premiers regards échangés, le courant passe entre les deux jeunes et une relation sentimentale s'installe. C'est presque comme une évidence, ils sont faits pour être ensemble et chacun sait rapidement qu'ils vont passer leur vie unie. Et personne n'est surpris lorsqu'ils annoncent leur fiançailles durant le printemps 2004. Le mariage est prévu pour l'automne et Lindsay et Jason sont prêts à se dire oui pour la vie. Durant l'été 2004, le couple part en Californie pour travailler dans un camp d'été chrétien. Ce travail réunit leur foi et leur passion pour le sport puisqu'ils accompagnent les gens du camp lors de sorties de rafting. En août, le travail d'été touche bientôt à sa fin et le couple veut profiter de la région avant de rentrer chez eux. Ils décident alors de partir le vendredi 13 août 2004 au volant de leur voiture pour quelques jours de vacances, en amoureux, en gardant leur destination secrète. Arrivés au dimanche, les autres membres du camp remarquent l'absence du couple et ils commencent à s'inquiéter de ne pas les voir et de ne pas avoir eu de nouvelles d'eux. Le personnel explore les lieux du camp et il craint qu'ils se soient aventurés trop près des rapides et qu'ils soient en danger. Mais après une journée de recherche, il n'y a aucune trace d'eux. Le lundi matin, ils décident d'appeler les parents de Lindsay et de Jason pour savoir si eux ont eu des nouvelles, s'ils savent où ils se trouvent. Les parents sont aussi confus que les autres, ils pensaient qu'ils étaient dans le camp et ils ont immédiatement la sensation que quelque chose s'est passé. Lindsay et Jason ne manqueraient pas le travail sans prévenir. Les parents prennent alors la décision de contacter les autorités et déclarent les deux jeunes comme personnes disparues. Le 19 août, soit 3 jours après la déclaration de disparition, un policier remarque la voiture rouge du couple garée le long d'une côte californienne dans la ville de Jenner. En bas de cette côte se trouve une falaise et encore en dessous se trouve la plage Fish Head. Le policier prévient les responsables et des hélicoptères commencent à survoler les environs jusqu'à remarquer 2 personnes dans des sacs de couchage sur la plage. Une équipe de policiers s'aventure en bas en passant par un chemin d'accès et ils s'approchent des 2 personnes. Il n'y a aucune réaction de leur part lorsqu'on les appelle et en s'approchant de plus près, les forces de l'ordre constatent qu'ils ont perdu la vie et ont chacun reçu une balle au niveau de la tête. L'autopsie des corps permet de déterminer qu'il s'agit bien de Lindsay et de son fiancé Jason. Tous 2 sont décédés d'une balle reçue au visage et l'estimation du médecin légiste est que les morts se sont produites entre le samedi en fin de journée et le dimanche matin. Les inspecteurs examinent les lieux du crime et ils commencent leur recherche en posant une question importante. S'agit-il d'un meurtre suivi d'un suicide ou d'un double homicide? La réponse devient rapidement claire lorsqu'il ne trouve aucune arme sur place. Le tueur l'a avec lui et donc il s'agit d'un double homicide.
Sur la plage, il y a également la caméra du couple et le développement des photos permet aux enquêteurs de retracer le parcours de Lindsay et Jason. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont quitté le camp Rock'n'Water le vendredi 13 août vers 17h, puis ils ont roulé jusqu'à Sacramento où ils ont fait un arrêt. Ils ont repris la route et le samedi 14 août, ils sont arrivés à San Francisco où ils sont arrêtés prendre quelques photos. Ils ont repris la route, ont conduit jusqu'à Sébastopol, puis jusqu'à la plage de Fishhead à Jenner, où ils y ont passé la soirée avant de perdre la vie quelque part entre la soirée et le dimanche matin. Toujours sur les lieux du crime, une bouteille de bière vide est présente sur le sol. Il peut s'agir d'un indice concernant le meurtrier. D'autant plus que la marque de cette bière est peu commune. La marque s'appelle Camo Beer et cette boisson est seulement vendue par 2 magasins de la région, ce qui peut faciliter les recherches. Cet indice est conservé et il est envoyé en analyse dans l'espoir d'obtenir un ADN. Plus loin sur cette plage, il y a une sorte de monument en bois appelé Driftwood Inn. À l'intérieur de cet abri, il y a un livre où les gens inscrivent leurs pensées, des remerciements, un peu comme un livre d'or. Et justement, Lindsay et Jason ont chacun écrit un mot sur ce carnet. Et voici ce qu'il contient. Le soleil se couche à l'horizon. Tout ce que je vois, ce sont les rayons qui brillent sur la paroi de la falaise. Et je sais que Dieu est impressionnant. Je regarde autour et je vois sa création tout autour de moi. Alors que je remue ce mac and cheese, je me dis « Quelle vie merveilleuse !» Je viens de passer 2 jours géniaux avec ma fiancée Lindsay. La vie peut-elle être si parfaite ? Seulement avec une personne qui est si géniale. Dieu nous donne ce privilège dans la vie, et il m'a donné une femme merveilleuse pour en profiter. En observant le monument, les enquêteurs constatent qu'il y a plusieurs dessins un peu horrifiques, presque sataniques à leurs yeux. Et en repensant aux mots de Lindsay et Jason remplis de leur foi religieuse, ils se demandent alors si les dessins ne seraient pas ceux du tueur et si ce crime n'a pas un lien avec la religion des 2 victimes. C'est une possibilité d'après eux. L'examen de la scène de crime se termine et les policiers prennent la route pour rentrer lorsqu'ils tombent sur un individu marchant le long de la route. Et cet homme n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de James Zook, un homme recherché pour meurtre commis la nuit précédente dans la ville de Sébastopol. En effet, le 14 août, James s'était battu avec un homme nommé Daniel Bloomfield et James a ruminé sa colère pendant plusieurs jours avant de décider de retourner le voir armé d'une arme et de lui tirer dessus, le tuant. Il est arrêté, il est ramené au poste de police pour parler du crime, mais pas seulement. Il devient aussi suspect pour les meurtres du couple car le fait qu'il soit aussi proche du lieu du crime lorsqu'ils l'ont découvert paraît suspect. Mais pas seulement encore. L'autre élément troublant concerne la fameuse bouteille de bière peu courante. La même avait été découverte près du corps de Daniel, l'homme tué par James. Les policiers décident alors de contacter les 2 magasins qui vendent la boisson et de récupérer leurs enregistrements vidéo. Mais James n'apparaît sur aucune des vidéos de surveillance. Et lorsqu'il interroge sur ce qu'il a fait entre le samedi après-midi et le dimanche matin, celui-ci déclare avoir été chez ses parents, ce qui est confirmé par eux. Sans preuve contre lui pour le double homicide et ayant un alibi, James est mis hors de cause pour ce crime. Concernant justement les preuves matérielles, le tueur a fait attention à ne pas laisser trace. Pas de trace ADN, aucune empreinte digitale, même au niveau des douilles, il n'y en a pas. Le responsable a pris soin de les récupérer. Mais lors de l'autopsie du corps de Jason, une douille est découverte et cela permet d'établir que l'arme du crime est un fusil Marlin de calibre 45, une arme peu courante. Cette information est diffusée dans les médias afin de solliciter des témoignages contre une récompense. Plus de 1200 pistes sont données aux forces de l'ordre et ils doivent examiner chacune d'entre elles, ce qui leur prend des semaines. Alors qu'ils vérifient et explorent chaque piste donnée, un policier remarque un véhicule mal garé dans une zone boisée de la ville de Gainesville. Lorsqu'il s'approche pour observer l'intérieur du véhicule, il voit qu'il y a des vêtements de camouflage et des munitions. L'agent suspecte le détenteur de la voiture d'être un braconnier et justement, le propriétaire du véhicule sort des bois alors que le policier est toujours là. Celui-ci procède à son interpellation et il découvre une arme volée sur l'homme et donc le conduit au poste de police. Cet homme s'appelle Sean Gallon, il a 25 ans et il est relâché quelques jours plus tard, mais il devient un suspect dans l'affaire du double homicide. Pas sans raison, c'est parce que l'arme volée qu'il avait en sa possession a été déclarée volée lors d'un cambriolage en 1999, comme 12 autres armes.
Parmi ses armes, il y a un fusil Marlin de calibre 45, la même arme ayant servi à tuer le couple sur la plage de Jenner. Les policiers tentent de se rendre chez Sean pour examiner son domicile et l'interroger sur les faits. À peine rentré chez lui, il constate des animaux morts, comme une dinde sauvage laissée sur le dessus de la poubelle, du sang en abondance dans la baignoire, appartenant au requin que Sean a découpé dedans, et il y a d'autres vestiges de chasse. Dans la salle de bain, les policiers remarquent aussi des traces de teinture et ils comprennent que Sean a visiblement tenté de changer son apparence physique peu de temps auparavant. Ce sont plusieurs éléments qui les interpellent, mais il n'y a pas de traces du fusil qu'ils recherchent et donc pas de preuves directes pour le relier au meurtre. Au début, lorsqu'ils le questionnent, Sean est plutôt coopératif, mais dès qu'il est sujet de l'arme et de l'enquête, il se braque, il refuse de répondre davantage aux questions. Il demande aux policiers de partir et il met fin à l'interrogatoire. Sans preuve matérielle, les policiers ne peuvent rien faire de plus que de quitter les lieux et de garder un œil sur lui. Les enquêteurs continuent de travailler sur l'enquête, à la recherche d'autres suspects potentiels, et justement, ils reçoivent plusieurs témoignages parlant d'un homme étrange présent sur la plage autour du moment des crimes. Ces témoins acceptent d'aider la police et ils permettent ainsi la réalisation d'un portrait robot qui est diffusé dans les médias. Très vite, un agent de police les appelle et déclare avoir récemment arrêté un homme correspondant au portrait robot. Cet homme s'appelle Nicolas Scarcett. Les policiers se renseignent sur lui et sur son passé et ils découvrent qu'il a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour des faits de vol et de consommation de substances illicites. Ses parents leur apprennent également qu'il a eu des problèmes de violence, cherchant à provoquer des bagarres avec des personnes religieuses qui sont pour lui des hypocrites. Et cette information fait écho à leurs hypothèses comme quoi le mobile des homicides est lié à la foi religieuse des victimes. Ils partent à la recherche du Nicolas, qui est en détention à Garberville, et il accepte de leur parler et aussi de passer au détecteur de mensonges. Nicolas leur indique qu'il n'était pas du tout dans la région au moment des faits, il faisait du stop à Portland, en Oregon. Alors oui, il a déjà été sur la plage de Jenner, mais pas durant cette période. Et grâce à ses tickets de caisse et aux caméras de surveillance présentes sur toute la route, les enquêteurs déterminent qu'il a dit vrai. Nicolas n'est alors plus un suspect dans l'affaire. Durant les 5 années suivantes, l'affaire stagne. Malgré l'exploration de chaque nouvelle piste, il n'y a aucune avancée et les policiers sont frustrés. Ils essaient de prendre l'affaire avec une différente approche et d'étendre leurs investigations en cherchant des crimes similaires s'étant produits dans le pays et dans les pays voisins. Il y a justement eu une affaire similaire au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique. Les crimes se sont déroulés en 72 lorsqu'un couple très investi dans leur foi chrétienne a été retrouvé décédé dans leur sac de couchage et ayant chacun reçu une balle au niveau de la tête. Le coupable a été identifié comme étant Joseph Burgess, mais il n'a jamais été appréhendé par la police et il est en fuite depuis tout ce temps. Fait encore plus troublant, Joseph a une sœur qui vit en Californie. Il devient une personne d'intérêt dans l'enquête, mais le retrouver est une mission très compliquée. Cet homme est un survivaliste qui se cache dans la nature depuis 30 ans sans laisser aucune trace. Pourtant, tout change en 2009 dans une région du Nouveau-Mexique. Dans les montagnes Rémez, un homme vit là-bas de façon recluse et il est connu et surnommé par les habitants comme le Cookie Bandit. Il a ce surnom parce qu'il est connu pour s'introduire dans les domiciles et y voler de la nourriture. Les autorités du Nouveau-Mexique veulent l'appréhender et pour ça, ils lui tendent un piège. Plusieurs agents de police sont placés dans différents chalets de la région avec l'espoir de le prendre en flagrant délit. Et leur piège fonctionne. Le Cookie Bandit pénètre dans un chalet où sont présents 2 officiers. Ils tentent de procéder à son arrestation, mais l'intrus ne se laisse pas faire, il riposte et une fusillade éclate. Un des agents et Cookie Bandit perdent la vie lors de l'intervention. Le corps de l'intrus est envoyé en autopsie et celui-ci est identifié. Cookie Bandit n'est autre que Joseph Burgess, enfui depuis plus de 30 ans. Une fouille des lieux de son occupation dans les montagnes est effectuée et un journal est découvert. Dans ce carnet, Joseph tenait un registre de toutes ses actions et sorties de façon méticuleuse et depuis des années. Les policiers parviennent à vérifier les dates d'août 2004. Celui-ci n'étant pas en Californie, il n'est donc plus considéré comme suspect dans l'affaire du double homicide de la plage de Jenner. Et puis les années passent encore et l'affaire reste en attente, sans nouvelles preuves, sans nouveaux suspects.
Il faut attendre qu'un nouveau drame se produise le 24 mars 2017 pour que l'affaire évolue à nouveau. Ce jour-là, les policiers se rendent au domicile de Suzanne Gallon, la mère de Sean, un des suspects de l'affaire. Sur place se trouve le corps sans vie de Seamus Gallon, le petit frère de Sean, et le responsable n'est nul autre que lui. Il est intercepté à proximité du domicile, conduit au poste de police où il admet avoir tué son petit frère à cause de conflits entre eux qui durent depuis des années. Les enquêteurs en profitent pour examiner son parcours un petit peu plus en détail. Grâce à ça, ils se rendent compte que le père de Sean avait contacté les services sociaux en 2004 pour leur demander de l'aide car il avait peur que son fils fasse du mal à son petit frère. Et durant la même année, Sean avait été accusé d'avoir tenté de tuer un homme à l'aide d'une bombe artisanale. Ce n'est pas tout, puisqu'en 2009, Sean est arrêté pour avoir tiré une flèche d'arbalète sur un homme. La famille vivait de façon recluse et le père s'était donné la mort en 2013. En attendant son procès, Sean commence à beaucoup lire la Bible en prison et il développe une foi religieuse. Il doit avoir un cœur pur et il doit se libérer de ses crimes en parlant. Pour ça, il glisse une note écrite à un surveillant sur laquelle il est inscrit « Moi, Sean Gallon, veux confesser 2 meurtres commis en 2004 ». Il est bien sûr directement interrogé par les enquêteurs et il leur confie être le responsable du double homicide de la plage de Jenner et il raconte les faits. Le 14 août 2004, Sean a conduit sa voiture pour partir chasser le sanglier et il est passé devant la plage Jenner. En passant, il a remarqué une voiture rouge sur le côté et il a vu un couple sortir du véhicule et descendre en direction de la plage. Il a continué sa route, il a passé le reste de sa journée à chasser avant de rentrer et de repasser sur la même route. Lorsqu'il est arrivé au niveau de la plage, il a constaté que la voiture était toujours présente, mais il ne s'est pas arrêté, il est rentré à son domicile. Il a commencé à boire et il a continué toute la soirée jusqu'à commencer à entendre des voix dans sa tête. L'une de ces voix lui disait de retourner sur la plage et de tuer le couple. Il a continué de boire et la voix continuait, se faisant de plus en plus présente. Alors quelque part entre 1h et 4h du matin, Sean est retourné dans sa voiture et il a pris la route en direction de Jenner. Il s'est arrêté au niveau de la voiture du couple et il a emprunté le chemin menant à la plage. Tout le long de sa marche, la voix était présente et elle lui disait de ne pas s'arrêter, qu'il devait continuer d'avancer et d'aller jusqu'au couple. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé debout, en face d'eux, alors qu'il dormait, et d'un coup, a tiré sur Jason, puis sur Lindsay. Avant de partir, il a pris soin de récupérer les douilles présentes, il est retourné à sa voiture et il a caché les munitions dans une canette vide qui traînait dans son véhicule avant de la jeter sur la route. Après ses aveux, Sean annonce qu'il n'a plus l'arme du crime en sa possession et ce depuis son arrestation en 2004 pour arme volée, car il a appelé son père depuis la détention pour lui demander de s'en débarrasser. Mais il se rappelle de l'endroit où il a jeté la canette et il conduit les policiers à l'endroit précis. Après toutes ces années, la canette est toujours présente et elle contient bien les douilles correspondantes à l'arme utilisée contre Lindsay et Jason. Les experts se penchent sur son cas et ils déterminent qu'il souffre d'un trouble de la personnalité schizophrénique, d'un comportement antisocial, d'une pensée paranoïaque et de psychose occasionnelle. D'après eux, sa réalité est éteinte et ce n'est pas seulement dû à la prise de substances illicites comme l'affirme Sean, qui lui dit souffrir de problèmes suite à la prise de LSD à ses 21 ans. Pour eux, la maladie était déjà présente, mais son état a pu être aggravé suite à cette consommation. Sean a aussi tendance à blâmer chacune des victimes pour se dédouaner des faits et se convaincre lui-même que ses actes sont justifiés. Concernant Lindsay et Jason par exemple, il se dit que c'est aussi de leur faute parce qu'ils n'ont pas respecté l'écriteau interdisant de camper sur la plage. Pour son frère, c'est à cause de Seamus qui a gardé de la rancœur contre lui pendant des années, c'est lui qui a créé cette situation. Son procès commence et Sean plaide sans contestation pour les meurtres de Lindsay, Jason et Seamus. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre les accusés plaider coupables ou non coupables et c'est la première fois que j'entends ce terme. Je n'ai pas réussi à trouver l'équivalent français, donc je ne sais pas si c'est un cas de figure possible dans la justice française. En tout cas, s'il y a des personnes qui ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en gros, pour vous expliquer, plaider sans contester signifie que l'accusé accepte la condamnation, mais qu'il n'admet pas être coupable. Contrairement à quelqu'un qui plaide coupable où là il admet être responsable des faits reprochés et accepte la sentence donnée. Si Sean choisit cette approche, c'est majoritairement pour éviter la peine de mort qui est possible en Californie.
Le 15 juillet 2019, il est reconnu coupable et il est condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération. Le procès a été très dur pour les familles de Jason et Lindsay qui ont fait face au meurtrier de leur enfant pour la première fois, après 15 ans d'attente et de tourmente. La mère de Lindsay avait avec elle la robe de mariée de sa fille et elle a demandé à Sean de la regarder, mais il n'y a eu aucune réaction de sa part. En découvrant l'affaire, il y a une chose que j'ai eu du mal à comprendre. Sean était suspect depuis le début de l'enquête et oui, les policiers n'avaient pas pu l'arrêter pour faute de preuves matérielles, mais ils savaient qu'il y avait une possibilité qu'il soit responsable à cause du fusil volé ayant servi pour les crimes. Ce qui me fait me questionner, c'est de voir que Sean, au cours des années qui ont suivi, a tout de même attaqué un homme avec une arbalète, commis une tentative d'homicide, mais que personne ne semble s'être penché sur ça, ni sur ses problèmes familiaux et psychologiques. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais c'est un élément de l'enquête qui m'a interpellée. Lindsay et Jason ont perdu la vie lors d'une escapade amoureuse peu de temps avant de célébrer leur union seulement parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'ils ont croisé la route de Sean Gallon. Il aura fallu attendre que cet homme ôte la vie d'une personne en plus pour qu'enfin il soit mis derrière les barreaux et qu'il ne fasse plus de mal dans la société. C'est tout pour cette affaire. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour voir plus de contenu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.